Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi la prison existe? C'est cette pratique punitive qui consiste à mettre des individus derrière les barreaux. C'est la question que Foucault se pose dans Surveiller et punir, paru en 1975. Mais il étudie l'évolution du système pénal et disciplinaire en France entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Donc Foucault commence avec le supplice de Damiens, condamné le 2 mai 1757, où il devait être, je cite, mené et conduit dans un tombereau, nu, en chemise, tenant une torche de cire ardente du poids de 2 livres. Puis, dans le dit tombereau, à la place de grève et sur un échafaud qui sera dressé, tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras de jambes, sa main droite tenant en icelle le couteau dont il a commis le dit parricide, brûlé de feu de soufre, et sur les endroits où il sera tenaillé, jeter du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poirésine brûlante, de la cire de soufre fondue, et ensuite son corps tiré et démembré à 4 chevaux, et ses membres et corps consumés au feu, réduits en cendres, et ses cendres jetées au vent. Et donc ce type de supplice qui consiste à torturer le coupable sur la scène publique jusqu'à la mort, c'était la norme jusqu'à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. En principe, le supplice représente la justice qui répercute sur le corps du coupable le crime qu'il a commis. Mais Foucault nous dit qu'en réalité, le supplice représente la toute-puissance du prince. Si vous voulez, d'après Foucault, la loi, c'est le prince. Donc enfreindre la loi, c'est commettre un crime contre la personne du prince elle-même. Et donc le supplice, ce serait la vengeance personnelle du prince contre le coupable. Ce serait, comment dire, le supplice serait la manifestation de la toute-puissance du prince qui s'abat sur le coupable, qu'il détruit, qu'il anéantit et qu'il réduit en cendres. Et à partir du XVIIIe siècle, la pratique du supplice commence à devenir insupportable pour le peuple. Il se sent menacé par la toute-puissance légale, violente, démesurée du prince. Et d'ailleurs, plutôt que d'avoir peur des supplices, ils se sentent solidaires et proches du coupable. Le coupable, c'est en quelque sorte ce héros qu'on admire, parce qu'il refuse de se soumettre à la toute-puissance du prince. Et donc les réformateurs du XVIIIe siècle ont demandé à ce qu'on supprime la pratique des supplices. Et Foucault précise bien que ce n'était pas pour des questions humanistes, mais bien parce que les réformateurs voyaient bien que ça ne marchait plus, ça ne faisait plus peur au peuple, et donc il fallait trouver un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle façon de punir. Et donc il y a eu un remaniement du modèle punitif. Le pouvoir, avec le code et ses lois, le pouvoir punitif qui était jusque-là une affaire personnelle de la part du souverain va devenir anonyme et s'imprégner dans tout le corps social. Je m'explique. Le but recherché par les réformateurs, c'était la dissuasion. Donc faire en sorte que le crime ne soit pas répété par les autres, ne soit pas reproduit par les autres. Donc la peine ne concerne pas tellement le coupable en soi, mais plutôt les autres. Punir, c'est pas tellement pour le coupable, mais c'est pour les autres. C'est pour leur donner, l'idée et la représentation de la peine. En fait, il faut que l'idée et la représentation de la peine soient plus fortes que l'envie de commettre un crime. D'ailleurs, comme le dit Joseph Servan, je cite, « Il faut que les idées de crime et de châtiment soient fortement liées et se succèdent sans intervalle. Quand vous aurez ainsi formé la chaîne des idées dans la tête de vos citoyens, vous pourrez alors vous vanter de les conduire et d'être leur maître. Un despote imbécile peut contraindre des esclaves avec des chaînes de fer, mais un vrai politique les lie bien plus fortement par la chaîne de leurs propres idées. » Mais où est la prison dans tout ça? Foucault nous explique que la transition vers le système carcéral ne s'est pas faite directement. Il y a d'abord eu
toute une période de bagne et de travaux publics forcés. Mais Foucault nous dit que si la prison s'est finalement imposée, c'est parce que son mode de fonctionnement s'inscrit dans une logique disciplinaire généralisée qui a été implémentée à l'époque, de sorte à mieux gérer, l'accroissement de la population de l'époque, mais aussi l'industrialisation de l'économie. Avec la discipline, ils ont voulu créer de l'ordre à travers la masse humaine. Donc ils ont dressé des tableaux pour classifier, organiser, catégoriser la population. Foucault nous dit qu'il y a une relation de pouvoir-savoir qui s'établit. Donc que ce soit à l'école, l'armée, l'hôpital, les hôpitaux, on observe les individus et on dresse des tableaux sur eux. Donc ça crée un savoir, sur les individus et on réutilise ce savoir pour façonner, codifier, dresser le comportement de la population. Et donc c'est ça le pouvoir. Foucault nous donne une représentation de la société disciplinaire avec l'allégorie du panoptique. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a une tour au milieu et des cellules de prisonniers en périphérie. N'importe qui peut monter à la tour et observer les prisonniers. Mais les prisonniers, eux, ne peuvent pas voir à l'intérieur de la tour et donc ils ne peuvent jamais savoir s'ils se font observer ou pas. Et c'est ça l'effet principal du panoptique, c'est maintenir dans la conscience du prisonnier le sentiment qu'on l'observe peut-être, ce qui rend l'exercice du pouvoir automatique et anonyme. Et donc l'effet panoptique transposé à la société est le suivant. Chaque individu va prendre en charge le pouvoir et l'exercer sur lui-même. Donc il crée les conditions de sa propre soumission. Il y a à la fois celui qui exerce le pouvoir et celui qui subit le pouvoir. Donc en quelque sorte, chacun devient une sorte de Big Brother à l'égard de soi-même. Et c'est là toute la différence avec l'époque des supplices où le pouvoir du souverain se manifestait dans tous ses éclats. Là, le pouvoir de punir devient invisible, discret, dématérialisé, ce qui garantit sa victoire face au peuple sans confrontation. En ce qui concerne la prison même, Foucault nous dit qu'elle n'a pas été conçue de façon sur un pied égalitaire. Plutôt, elle a été fabriquée par l'élite au détriment du peuple. Donc c'est pour ça que dans les prisons, on y retrouve les petits voleurs et les petits délinquants de rue, mais pas tellement les grands voyous de la finance, par exemple. Une deuxième chose, nous dit Foucault, c'est que la prison ne fait pas vraiment baisser le taux de criminalité, mais plutôt ça pousse à la récidive et ça crée des délinquants. Mais c'est un effet voulu. Il faut qu'il y ait des délinquants dans la société, ou plutôt l'idée et la représentation qu'il y a des délinquants pour justifier l'existence de la prison et la présence de la police. Parce que pourquoi vous accepteriez qu'un mec en uniforme vous arrête et vous demande vos papiers? Il faut que cet acte soit légitimisé. Et cet acte a été légitimisé en maintenant dans la conscience collective de la population qu'il y a des délinquants parmi nous. Donc tous les jours, vous le voyez aux nouvelles, les journaux, les romans policiers, tous les jours, on nous le rappelle sans cesse.